27 ans et je témoigne aujourd'hui, pour, la maladie que j'ai, qui est le syndrome de Gitelman. Comment tu l'expliques en fait, enfin voilà, comment tu l'expliques, quand tu rencontres, je sais pas, quelqu'un qui Mmh connaît mh. pas la maladie? Alors d'après ce que j'ai compris, en fait, ma maladie fait en sorte que mes reins, jettent le sel dont j'ai besoin, par un système, très ingénieux, en gros, mon corps a compris que le sel est important, donc il choisit, de garder le sel et en échange, il, jette dehors le potassium qui m'est aussi indispensable, donc c'est un peu ballot. Mais voilà, donc le sel est mis dehors et avec, son copain, le magnésium. Est-ce que tu as eu une période d'errance diagnostique? En fait, comment tu as découvert la maladie du coup, Alors depuis petite, j'étais toujours plus petite que mes frères et sœurs. J'avais un retard de croissance et je perdais beaucoup mes cheveux, et j'avais tendance à avoir beaucoup de crampes et à être très fatiguée. Je me plaignais aussi d'avoir très mal au ventre. Mais mes parents n'ont pas trop pris ça au sérieux parce que déjà on était dans une famille nombreuse et puis parce que, c'était assez, commun, heu, à l'époque d'avoir mal au ventre, pour, ne pas aller à l'école. Je n'ai pas vécu d'errance, diagnostique parce que j'ai été diagnostiquée très tôt. J'ai été diagnostiquée à mes 8 ans suite à j'ai eu une gastro et la gastro, on en parlera sans doute plus tard, mais c'est un des trucs les plus dangereux pour les personnes, qui ont mon syndrome. Donc en fait, j'ai perdu beaucoup de potassium, à cause des diarrhées, et j'ai fait une crise de tétanie qui m'a amenée aux urgences et le médecin était complètement paniqué parce qu'il était en début de carrière et en plus il avait jamais vu ça donc il m'a mis double dose de Valium. Je suis ah ouais? tombée, une belle dose de cheval et donc j'ai dormi pendant 2 jours et quand on m'a amenée à l'hôpital, on m'a fait une prise de sang et j'avais un taux de potassium tellement bas, qu'ils se sont posé la question, ben, d'où ça venait. Donc voilà, s'est posé la Donc oui, question ils ont de compris pourquoi. rapidement du coup, surtout à Non, 8 pas tout ans? à fait. Non? Non? Non, non, Pas tout non, à fait? enfin, rapidement, oui, ça a pris 2 semaines, donc c'est très rapide, mais pour une enfant, c'était pas rapide, parce qu'en gros, au début, on croyait que je cachais le fait que j'étais, anorexique. Ah, toi aussi? Voilà. D'accord, je Il y pensais a pas que même un pour un médecin enfant on qui dirait ça. OK. ah bah si, si, il y a même un médecin qui pensait que je mentais et qui m'a forcée à ouvrir la bouche, de force pour montrer, mes dents si elles étaient abîmées, puisque quand on vomit, on se fait vomir, nos dents sont abîmées, l'émail, s'abîme et il s'avérait que non, mes dents étaient, très bien et que je ne mentais pas. Donc ensuite, ils ont pensé au syndrome de Gitelman, voilà. J'ai fait le test génétique à mes 18 ans, D'accord, OK. voilà. Ils te l'ont pas proposé Il y avait avant? pas Ils te l'ont Non, pas parce qu'on proposé m'a dit qu'il avant? y avait pas de doute, en fait. Il y avait pas vraiment de doute, mais mes résultats étaient tellement, symptomatiques de cette maladie qu'il y en a pas 36 000, Oui. qui font ces problèmes-là, donc bon. Oui, mais j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup plus de chance que la plupart des gens qui ont mon syndrome parce que, ben, à mes 8 ans, on a découvert ce que j'avais. La plupart des gens que je rencontre qui ont le syndrome de Gitelman ont été diagnostiqués aux alentours de 20, à 40 ans. C'est très long et des fois, ces personnes se plaignaient pendant, pas des dizaines d'années, en fait, de symptômes. Quels sont ces symptômes? Enfin voilà, comment ça se manifeste en fait? Enfin voilà, Mmh. tu nous as expliqué un peu comment ça a débuté. Du coup, est-ce que Mmh. est-ce que tu vois, enfin voilà, est-ce que tu vois une évolution par rapport à quand tu étais, enfant et maintenant, Mmh. jeune adulte? Voilà, est-ce que OK. tu vois un changement, tu vois? Alors, au niveau des symptômes, ça dépend vraiment des personnes qui ont le syndrome de Gitelman. Il y a autant de Enfin, il y a des Gitelman très différents. Il y a des personnes qui sont asymptomatiques, d'autres qui le sont un petit peu, d'autres beaucoup. Moi, je suis, un peu, les fesses entre 2 chaises, comme on dit. Petite, je ne ressentais pas beaucoup les symptômes, donc je vais les expliquer après.
Adolescente, non plus, pas tellement. Je me sentais plus fatiguée que la normale, mais sans plus. J'étais toujours quand même quatrième au cross ou troisième quand je courais, donc j'étais quand même assez sportive, mais je sentais bien que j'avais beaucoup de mal à récupérer. Par contre, ça a vraiment changé à mes 19 ans. À mes 19 ans, j'ai commencé à avoir des troubles digestifs assez importants. On ne sait pas vraiment si c'est lié au syndrome de Gitelman ou à autre chose, ou à tout le potassium que j'avale toute la journée qui est assez irritant pour les voies digestives. À mes 19 ans, du coup, j'ai eu des problèmes digestifs qui ne sont pas du tout compatibles. Du coup, il ne faut pas avoir de perte de fluide quand on a cette maladie-là. Du coup, ça me provoquait des baisses de potassium très importantes et assez dangereuses. Et depuis, c'est assez bizarre parce que je passe des années où c'est plus ou moins marqué. En fait, je ne sais pas trop vraiment comment ça fonctionne, mais ça fonctionne Par par vague. vague. Mm. Par vague, ouais. J'ai toujours des symptômes constants, mais parfois il y a des pics et ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines à parfois plusieurs mois. Donc voilà. Mais les symptômes en général, chez moi, ça se manifeste par des crampes plus ou moins importantes. Il y a des fois où je ne peux pas marcher parce que les crampes me déforment les pieds notamment et les mains, ce qui est un peu compliqué pour faire mes tâches de la journée. Donc ça, c'est les crampes. J'ai aussi des douleurs aux articulations. Donc ça fait comme si ça chauffait, ça brûle, ça coince, ça fait mal. J'ai un peu l'impression d'être une grand-mère. Et ensuite, il y a des vertiges, beaucoup de vertiges. Mais le symptôme le plus grand et pour lequel lequel j'ai le plus de mal à gérer, c'est la fatigue. C'est même pas une fatigue, en fait, c'est un épuisement. Je me lève fatiguée, je me recouche dans le même état et je le suis toute la journée en fait. C'est très compliqué pour moi de répondre à la question comment ça va parce que j'ai tout le temps envie de dire bah, je suis fatiguée parce que c'est tellement écrasant Oui, je que j'ai du comprends. mal à répondre à autre chose. Voilà, donc la fatigue me vole beaucoup de choses, mais bon, avec le temps, on apprend aussi à faire avec. Et cette fatigue, Voilà. justement, elle était là aussi quand tu étais enfant, parce que quand on est enfant, on est quand même speed. Oui. Enfin voilà, est-ce que du coup, tu étais une enfant comme une autre, ou tu vois, ou... Euh, J'ai toujours été une pile électrique depuis petite, mais c'est assez drôle chez moi parce qu'en fait, mon médecin dit souvent que je ressemble à un hamster sous amphétamine parce qu'en fait, je suis très énergique, je sautille dans tous les sens, je suis très, enfin voilà, je fais les choses rapidement. Et ensuite, j'ai des grosses cassures où d'un coup, je m'éteins, je parle plus et je m'endors. Donc, j'oscille entre ces deux états. Et c'est comme ça depuis que je suis petite. Par contre, j'ai l'impression que la fatigue, plus les années passent et plus c'est difficile à gérer. Mais je ne sais pas si c'est dû au syndrome de Gitelman, du fait que la fatigue s'accentue, ou si c'est dû aux autres pathologies que j'ai développées à côté. Alors, concernant le traitement, donc je prends du magnésium et du potassium en gélule. Le potassium, j'ai pas changé de traitement, mais pendant un moment, on m'a rajouté du spironolactone, donc c'est un diurétique épargneur de potassium. C'est censé normalement aider à éviter que le potassium soit rejeté, mais chez moi, ça n'a pas trop fonctionné parce que ça a comme conséquence aussi de baisser la tension. Or, je suis déjà à une tension de 6-8, donc c'est assez bas. Ça, c'est sans spironolactone, donc quand j'ai de l'aldactone, en gros, c'est le nom générique, ben, en gros, je fais rien de mes journées. Donc, on me l'a enlevé au bout de 3 ans de plainte. Et depuis que je l'ai plus, je me sens beaucoup mieux. Mais chez certaines personnes, ça marche très bien. C'est vraiment lié à moi. Voilà, toutes les personnes sont différentes. J'ai aussi changé plein de fois de magnésium parce qu'il existe plein de sels de magnésium différents et j'en supporte très peu. Voilà, ça me provoque des diarrhées. Du coup, voilà, aujourd'hui, je prends du biglycinate qui est bien toléré par la plupart des Gitelman. Du coup, voilà, s'il y en avait un
que je conseillerais à tester avant tout ce qui est sulfate, oxyde, chlorure, c'est le biglycinate. Est-ce que tu veux dire 2 mots sur, enfin, si tu as envie, sur, tu sais, tes autres maladies? Est-ce que, parce il y a d'autres personnes, qui ont, Gitelman ou qui ont Bartter et qui ont d'autres maladies. Est-ce que Bien tu sûr. vois que ça a un impact, l'un influe sur Oui. l'autre? Est-ce que c'est pas difficile des fois de savoir est-ce que c'est pas l'un, est-ce que Mmh c'est pas mh. l'autre? Enfin Oui. voilà. Alors j'ai plusieurs pathologies qui sont ajoutées au fil du temps, dans ma collection. Hem, du coup, c'est pas toujours évident en fait de savoir, ce qui relève de Gitelman des autres maladies. Là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu Gitelman pendant très longtemps seule. Du coup, maintenant, je suis à peu près capable de savoir, ce qui vient de cette maladie, mais c'est pas toujours évident. Donc à côté de ça, j'ai, le covid, en fait, qui m'a laissé de très bons souvenirs avec de l'asthme. Le problème, c'est que les médicaments que je prends pour l'asthme me baissent le potassium. Mais bon, je suis quand même obligée de les prendre parce que sinon je fais des crises que j'arrive pas à gérer. Et à côté de ça, j'ai aussi le syndrome de Potts, qui est un dérèglement du système nerveux. En gros, mes cellules nerveuses, enfin, ne se contractent plus au niveau des veines, ce qui fait que mon sang reste dans le bas du corps et mon cerveau est hypoperfusé en permanence. Ça veut dire qu'il y a très peu de sang qui monte. Donc mon cœur, naturellement, sans bouger au repos, je suis à 150 battements par minute, donc c'est très rapide, mais pour compenser le fait que mon sang ne monte plus, parce que normalement, quand on se lève, on subit la gravité et le corps est censé s'adapter en resserrant justement les vaisseaux, ce que mon corps ne fait plus suffisamment. Et ça, c'est dû au Euh, Covid du coup? Ce que tu oui, expliques là? Oui, d'accord. ça c'est une conséquence directe du Covid qui a été observée, mais le syndrome de Potts ne touche pas que les personnes qui ont eu le Covid. Il y a eu des gens qui ont eu des grippes, d'autres maladies. C'est un dommage collatéral du corps quand il s'est défendu. Il a abîmé D'accord. certaines parties du système nerveux. Ce qui est problématique avec ce syndrome, c'est qu'il parasite complètement les signaux que m'envoie mon cœur quand je manque de potassium, puisque le manque de potassium génère aussi une tachycardie. Donc, je ne sais plus exactement à quoi est due la tachycardie. Aujourd'hui, je commence à déceler certaines différences au niveau du rythme et de la manière dont ça se fait. Mais ce n'est pas toujours facile. Et les bêta-bloquants que je prends, qui sont des médicaments pour ralentir mon rythme cardiaque, me baisse aussi le potassium. Du coup, D'accord. et en plus de ça, ne sont pas compatibles avec les médicaments de l'asthme. Donc en fait, c'est un équilibre incroyable à tenir. Et quand quelque chose me donne une diarrhée, me baisse le potassium, tout est foutu parce qu'il faut que j'arrête les médicaments pour l'asthme et du coup, l'asthme revient. Enfin voilà, Ah oui. Oui. c'est un beau cadeau. Et à côté de ça, j'ai aussi de l'endométriose qui est une endométriose digestive. Donc ça veut dire que des lésions qui ressemblent à de l'endomètre, ce qu'il y a normalement dans l'utérus et qui part par cycle avec les règles, se développe ailleurs que dans l'utérus. Et chez moi, se développe eh bien, un peu anarchiquement dans le bas de mon corps, dans le péritoine, donc là où il y a le côlon, et ça me provoque des problèmes digestifs qui fait effet boule de neige avec le syndrome de Gitelman. Donc voilà, tout ça ensemble, c'est un peu rock'n'roll certains jours, mais on s'y fait et on apprend au fur et à mesure à À vivre avec. marcher sur un fil. Voilà, en Marcher, équilibre, vivre. c'est ça. La douleur, la fatigue, enfin, qui est plutôt un épuisement. Moi aussi, je parle d'épuisement parce que c'est vrai que en fait, je me rends compte que quand on parle de fatigue, souvent les gens veulent comparer enfin, avec leur vécu de quelqu'un en bonne santé. Oui. Et pour moi aussi, c'est pas de la fatigue en fait, c'est bien plus fort. Et du coup, comment tu gères en fait, du coup, la douleur liée à Gitelman, mais aussi donc Mmh. aux autres pathologies que tu as évoquées Oui, et l'épuisement. Enfin voilà, en gros, comment OK. tu arrives à gérer ça? Alors la fatigue, je la gère beaucoup mieux aujourd'hui. Pendant des années, je l'ai complètement, occultée. Je serrais les dents, parce que je pensais que j'étais trop douillette. Mais il y a un moment où mon corps a lâché, où j'ai fini en réanimation, donc j'ai très bien compris la leçon. Je suis tombée très, très bas, en potassium, à 1,8 pour les personnes qui connaissent un peu les taux normaux. Normalement, on n'est pas du tout censé, être encore en vie,
avec ce taux-là, j'ai compris qu'il fallait Ouais, absolument que je ralentisse. je te Oui? coupe, c'était dû à une gastro ou à un événement particulier? Dû à une intoxication alimentaire, mais les médecins m'ont dit que ça avait été tellement violent, ça a duré à peine 2 heures et mon taux a complètement chuté. Ça a été tellement violent et j'ai enchaîné avant ça 7 hospitalisations. Ça allait, vraiment pas bien dans ma vie personnelle. Donc les médecins ont vraiment fait le lien entre le stress dû à ma vie, mais aussi au fait que je ne respectais pas ma fatigue. Donc le le corps est très stressé et du coup, pour eux, ça a vraiment fait en sorte que c'est devenu aussi grave. Voilà, si je peux je gère beaucoup mieux la fatigue parce que je ne travaille plus autant qu'avant. Avant, j'étais étudiante, et je travaillais, à peu près 40 heures par semaine pour mes études et à côté, j'avais encore un petit boulot, ce qui était intenable. Aujourd'hui, j'ai créé une activité qui me permet de travailler, heu, tout en étant assise et en je travaille le nombre d'heures que je peux, c'est-à-dire à peu près, 20 ou 25 heures par semaine. Là, c'est confortable pour moi, même si certaines semaines, c'est quand même trop, mais c'est beaucoup mieux. D'accord. Donc, comment je gère la fatigue dans la pratique? En fait, j'ai adapté mon activité, mais surtout, je dors plus. Je dors 8 heures à 10 heures par nuit et je dors encore 2 heures dans l'après-midi. Si je ne dors pas, ce qui m'arrive parfois parce que je suis tête de mule et que j'ai envie de faire trop de choses, je le paye et je le paye, avec des douleurs et ou alors mon taux de potassium chute, et je suis aussi de très mauvaise humeur, très irritable. Du coup, je ne saute plus mes pauses siestes. Voilà. Voilà, qu'est-ce que tu Alors, conseillerais à quelqu'un qui a des douleurs chroniques, liées à Agitoman? Après chaque personne est différente comme tu le disais, mais mmh, ça peut aider quelqu'un qui découvre la maladie, tu vois? mmh. Alors pour gérer les douleurs, bon, je préfère dire qu'il y a pas énormément de possibilités, mais il y en a quand même et je pense qu'il est important de toutes les tester pour, ne pas passer à côté de quelque chose. Moi, pour la douleur, ce que je fais, c'est pour les crampes, je prends des bains très chauds. Je prends des bains aussi avec du sel d'Epsom, c'est du sel de magnésium que je mets dans mon bain à raison de 5 poignées par bain. Voilà, ça détend les muscles, ça fait vraiment du bien. Après pour le reste des douleurs, tout ce qui est articulaire, je n'ai rien trouvé. Il y a les anti-inflammatoires, mais j'évite d'en prendre, parce que, j'ai déjà l'estomac très abîmé, donc je fais tout pour éviter et pour supporter, pour pas en prendre. Voilà et puis les bouillottes, chaudes aussi pour les douleurs intestinales, puisque les crampes, c'est pas que dans les jambes, c'est aussi parfois, au niveau des intestins. Fait pour trouver les bons médecins? Enfin voilà, comment t'expliques la maladie, quand tu rencontres un nouveau médecin? Enfin voilà, qu'est-ce que tu pourrais conseiller côté, côté soignant, côté relation avec le corps médical, Mmh. Hem, alors concernant les médecins, pour en trouver un bon, déjà, il faut en trouver en général des mauvais pour se rendre compte que c'est très important d'en avoir un bon. Moi, je suis tombée sur un néphrologue chef de service de ma région. J'ai pas trop eu le choix en fait, il y avait que lui qui a accepté de me prendre parce que j'étais un cas un peu particulier. J'avais de très mauvaises relations avec lui et je ne me sentais pas écoutée. Du coup, au bout de 3 ans où je me sentais pas écoutée et pas bien, j'ai décidé en fait d'aller directement sur Paris. Donc moi, j'étais de Strasbourg, ça faisait un peu loin pour moi, mais je suis allée voir madame Blanchard qui est, la personne en France, spécialiste de ce syndrome et du syndrome de Bartter qui est apparenté. Voilà, je suis allée la voir et elle a changé beaucoup de choses, dans ma prise en charge. Elle a notamment, supprimé, l'Aldactone que je prenais, et voilà, en gros, pour trouver les bons médecins, c'est de trouver des personnes qui sont compétentes. Donc le médecin généraliste est très utile, mais ne suffit pas, tout simplement parce que c'est une maladie rare et qu'elle est trop spécifique. Les généralistes ne sont pas formés à ces maladies-là. Alors ils peuvent apprendre avec vous et ils apprendront, avec vous à gérer ce syndrome, mais ils sont clairement pas spécialisés là-dedans et ils sont parfois, plus perdus que vous
Donc, il faut leur expliquer de manière très pédagogique et assez simplement en quoi ça consiste et surtout expliquer bon, le traitement, mais en quoi ça impacte votre vie très concrètement en fait. Parce que si j'ai remarqué que si on déballe juste des symptômes de manière très générale, ça leur parle pas du tout et ils n'arrivent pas du tout à comprendre le poids que peut avoir cette maladie dans une vie, en fait, la place que ça prend. Voilà. Comment ça se passe avec l'entourage ou enfin voilà, qu'est-ce que tu peux conseiller aux autres patients? Est-ce que tu conseilles de leur parler, enfin qu'ils parlent de leur maladie à leur entourage? Est-ce que toi tu en parles? Voilà. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce sujet, Je trouve que la question de l'entourage est très difficile. Ça dépend tellement de quelle manière on est justement entouré, de quel type de personnes on a autour de soi. Moi, j'estime être très chanceuse. J'ai une famille qui comprend assez bien. Alors, pendant des années, c'était un peu compliqué parce qu'ils avaient du mal à comprendre dans la pratique, en quoi, j'étais différente, et en quoi je me sentais différente, ce qui a mené à quelques incompréhensions. Hem, Parce que j'arrivais pas à suivre en fait, toutes les activités et parfois, je pouvais donner l'impression d'être renfermée sur moi-même alors qu'en fait j'avais juste besoin de repos. Aujourd'hui, mes parents comprennent beaucoup mieux. Dans la pratique, ils ont du mal à saisir, que pour eux, enfin que par exemple, je ne peux pas les suivre, je sais pas, toute une journée quand ils viennent, en vacances chez moi. Ils me disent: «Allez, on va se visiter 3 parcs dans la journée». Moi, je les regarde avec des yeux, énormes et je dis: «Mais en fait, on va en visiter un, après je dors 3 heures et après si vous voulez, on en visite un deuxième». Mais pour eux, c'est compliqué à comprendre de manière pratique, mais ils sont très ouverts, donc ils me disent: «Ah, OK». En gros, ils apprennent avec moi. Heu, Mon compagnon est quelqu'un d'extrêmement compréhensif aussi, du fait qu'il a aussi quelques soucis de santé, donc il comprend, bien, la fatigue. Après, tu me diras, il y a des gens qui sont malades et qui comprennent absolument pas, donc c'est pas forcément lié, mais en tout cas, mon compagnon, est très ouvert là-dessus. Je lui ai expliqué dès le départ, en fait, quand je l'ai rencontré, hem, parce que je ne l'ai pas fait avec, mon ancien compagnon et ça s'était pas super bien passé, parce que du coup, je me sentais encore plus fatiguée, avec le temps et il n'a pas du tout compris, il n'a pas compris, voilà. Donc avec mon nouveau compagnon, ça se passe pas comme ça. J'ai eu à cœur de lui en parler directement au début, quitte à l'effrayer. De toute façon, il a très bien vu à notre premier encart que j'avais plein de médocs sur la table, donc au moins c'était posé. Donc voilà, mais moi je conseillerais d'en parler si les personnes autour de soi sont bienveillantes, hem et surtout de poser ses limites. En fait, il faut que les personnes comprennent autour que, qu'on a des limites qu'on ne peut pas dépasser et que c'est pas une question de fainéantise et que si on les dépasse, on les paye tout simplement. Donc comment tu gères le handicap? Enfin voilà, bon, je sais, la maladie ne se voit pas, enfin voilà, en gros, comment tu expliques, et est-ce que tu le fais? Est-ce que tu expliques, le handicap invisible? Voilà, comment ça se manifeste, ouais. Alors pour moi, la question du handicap invisible est très importante. On a peu de visibilité, et encore beaucoup de personnes pensent, que les handicaps, en fait, sont des personnes enfin, les personnes handicapées sont des personnes forcément en fauteuil, ce qui n'est pas le cas. Ça représente à peine, 20. Donc on est 80 à avoir des handicaps invisibles, ce qui fait qu'au premier abord, c'est vrai que quand on me voit notamment discuter comme ça, on a l'impression que globalement, j'ai beaucoup d'énergie, que voilà. Mais en fait, les personnes ne me voient pas une fois que je suis rentrée chez moi et souvent, il y a un sacré décalage entre ce que je montre, hem et de la manière dont je suis, quand je suis à la maison. Donc en général, j'explique quand bien sûr, quand ça se présente, hein, je vais pas en parler forcément de but en blanc comme ça, mais quand la personne remarque quelque chose chez moi, je préfère dire les choses. Par exemple, la question: «Comment tu vas?» ou «Ça va?» je ne réponds plus automatiquement par «Oui, ça va», en fait. Si ça va pas, je dis: «Bah, non, en fait, ça va pas» et parfois la personne me demande pourquoi et j'explique. Parfois elle me demande pas, elle s'en fiche et pas de souci, en fait, ça me gêne pas. Mais je me cache plus derrière ça, en tout cas. Hem, il y a aussi,
comment attends, là, je vais avoir un blanc, une seconde. Tu la carte priorité? Oui, Oui. oui, oui. Du coup, pour moi, c'est très important effectivement d'en parler. Dernièrement, j'ai fait des démarches pour avoir la carte, de stationnement qui me permet en fait de ne pas attendre dans les files d'attente et de pouvoir me garer sur les places handicapées. J'avoue que je suis très pressée de la recevoir et que j'ai un peu peur, aussi parce que parfois je me fais agresser en fait, par des personnes, pas très bienveillantes. Notamment une fois où j'étais, à une caisse prioritaire, j'avais pas encore du coup cette carte, mais il y avait personne à cette caisse et je me sentais vraiment pas bien. Du coup, je me suis dit: «Bon, bah, j'y vais». J'ai posé toutes mes courses dessus, quelqu'un est arrivé derrière moi et clairement m'a insultée et m'a crié dessus très fort en disant que j'abusais, qu'à mon âge, c'était une honte de prendre la place de quelqu'un de handicapé. Donc je lui ai dit que c'était pas marqué sur mon front en fait que j'étais handicapée, mais que je l'étais et que j'attendais ma carte. Et, et voilà. Donc oui, j'ai fait cette demande-là et je pense qu'il est important quand on en a besoin de la faire et surtout d'oser la montrer en fait, parce que c'est un droit qu'on nous doit. C'est pas un passe-droit en fait. C'est juste quelque chose qui est là pour faire en sorte qu'on soit en situation pas d'égalité, mais d'équité, ce qui n'est Oui. pas la même chose. Donc, Oui. nous donner les mêmes chances. Et moi, je ne peux pas rester debout très longtemps dans les files d'attente. Donc, si les gens ne comprennent pas, maintenant, je suis beaucoup plus virulente qu'avant. Avant, je me taisais, je ne disais rien parce que j'avais peur. Et maintenant, en fait, c'est hors de question. J'en ai marre, en fait. Voilà. La partie scolarité, enfin du coup, scolarité, études, Mm. enfin voilà, s'il y avait un enfant, du coup, Gentleman, Oui. et un parent, est-ce que, enfin voilà, quels conseils tu donnerais pour que ça se passe bien, Ouais. est-ce, enfin voilà, ou même pour les rassurer, parce que du coup, ça veut dire que tu as mené de front Oui. tes études et la maladie. Enfin voilà, qu'est-ce que tu dirais sur cette partie-là? Alors pour les études, je dirais que c'est tout à fait possible de suivre des études avec ce syndrome. Ça va être plus difficile, mais c'est possible. En primaire, ce que mes parents avaient fait, que je trouvais qui était vraiment bien, c'est d'expliquer aux professeurs tout simplement en fait ce que j'avais et en quoi j'étais un peu différente, les points où il fallait faire attention, notamment que je ne me déshydrate pas, parce que les syndromes de Gittelman sont en constante déshydratation, vu qu'on perd des électrolytes. Du coup, voilà, expliquer ça aux professeurs. Faire aussi une feuille ou mettre des numéros importants, par exemple le médecin traitant à contacter si jamais ils n'arrivaient pas à contacter mes parents assez rapidement. Euh, Tout simplement expliquer le protocole, en fait, de si je faisais une crise de tétanie, comment est-ce que ça se passe, comment mes professeurs pouvaient m'assister pour m'aider à me calmer, pour gérer ma crise et si j'arrivais pas à la gérer, qu'est-ce qu'il fallait faire. En général, il fallait appeler les urgences. Donc toutes ces choses-là, mes parents ont expliqué ça aux professeurs. Ensuite, je dirais qu'après le collège, c'était plutôt calme. Les périodes qui étaient vraiment très compliquées, mon médecin me faisait un mot pour que je puisse éviter le sport. Ensuite, à la faculté, ça a été très compliqué la première année. C'était une année en plus avec beaucoup de pression. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté en fait le pôle handicap. Il y en a dans toutes les universités. Je ne sais plus le nom exact, mais en tout cas, c'est voilà. Vous tapez handicap université, enfin on tape, on trouve très facilement. Et en fait, ça permet d'aménager certaines choses dans les études. Par exemple, je pouvais être absente sans avoir besoin de me faire un mot chez le médecin, parce que c'est compliqué pour quelqu'un avec une maladie comme moi de faire un mot à chaque fois qu'on va pas bien, puisque ça arrive très souvent et que c'est toujours les mêmes symptômes. Donc, si vous voulez, le médecin, à un moment, il en a aussi marre. Donc voilà. Et puis, ça génère aussi beaucoup de fatigue de devoir aussi aller chez le médecin alors qu'on a juste besoin de se reposer. Donc, j'avais pas besoin de présenter de mots grâce à cet aménagement. Et j'avais un tiers-temps aussi qui me permettait d'avoir plus de temps pour faire mes examens, parce que ce que je n'ai pas expliqué, c'est que ça me paraît logique, mais ça l'est pas forcément. Quand on est très fatigué, on a des troubles cognitifs, on a du mal à se concentrer, parfois à aligner des mots et à organiser ses pensées. Donc ça peut être très compliqué pour faire certains examens. Donc le tiers-temps est vraiment une chance. Et voilà, faut pas hésiter à demander ça. C'est assez facile à mettre en place. Moi, en une semaine, c'était fait.
tu manges très salé? Qu'est-ce qui marche pour toi ou qu'est-ce qui n'a pas Ouais. marché? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui découvre Gittelmann? Concernant la nutrition, je fais attention, moi personnellement, à ne pas manger trop de fibres puisque, les fibres accélèrent le transit intestinal donc j'évite, je fais attention. Mais en même temps, il faut faire aussi attention parce que les syndromes de Gittelmann, on souffre souvent de constipation aussi. Donc il faut savoir faire la balance entre les 2 et adapter, son alimentation à comment on se sent sur le moment. Parce que le but, c'est ni d'être dans un des extrêmes ni dans l'autre. Après, je privilégie les aliments riches en magnésium et en potassium, les amandes, c'est cliché, mais les bananes, hem, les oléagineux globalement, les fruits secs, les dattes, c'est très riche en potassium aussi. Je fais attention à limiter, le sucre aussi, parce que dernièrement, on a mis en lien le fait que, il y avait peut-être un lien entre le syndrome de Gittelmann et le développement hem, de diabète. Donc je fais attention de ce point de vue-là. Je mange extrêmement salé, d'ailleurs ça choque, souvent les gens qui mangent avec moi, qui ne me connaissent pas. On me fait souvent la remarque: «Ah mais c'est super dangereux en fait, tout le sel que tu mets sur ton assiette» et j'explique à chaque fois que non, je perds du sel, donc il faut que j'en mange. Des fois j'ai plus envie d'en manger et je sais qu'il faut encore que j'en mange, mais ça me donne soif, donc c'est un peu le cercle vicieux, c'est compliqué, mais en gros, je mange beaucoup de sel, j'en mets partout, même dans mon thé le matin parfois. Je sais que c'est très bizarre, mais j'ai une forte appétence du coup pour tout ce qui est acide puisque, notre sang est naturellement, enfin naturellement à cause de notre syndrome, il est basique. Ce qui fait que j'ai tout le temps envie de boire l'eau des cornichons, ce qui n'est pas une très bonne idée parce qu'on a le même, estomac que tout le monde, donc il faut faire quand même attention de ce point de vue-là. Mais voilà, manger des choses plutôt acides, c'est bon pour nous, très salées. Bien s'hydrater, et puis voilà, manger équilibré, c'est très important, voilà. Bah, en fait, le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'en fait, on n'est pas seul. Moi, quand on m'a diagnostiqué ma maladie, je croyais être la seule au monde à avoir ce truc et en fait, j'ai découvert au fil du temps que, bon, c'est certes une maladie rare, mais on est quand même relativement nombreux et on est encore plus nombreux que les Gittelmann que les Bartter, pardon, d'après ce que je sais. Donc voilà, ça c'est une chance parce qu'il y a toute une communauté déjà francophone, mais aussi anglophone, hem, qui a été diagnostiquée, heu, avant nous et qui ont de l'expérience et qui peuvent justement nous apporter cette expérience, nous rassurer aussi, parce que, c'est c'est pas une maladie qui est drôle en fait, mais je pense qu'elle peut être pas trop mal vécue, surtout quand on se sent moins seul comme ça et quand on a une communauté à qui poser des questions, notamment par rapport au traitement. Une communauté qui peut aussi nous soutenir lorsqu'on est hospitalisé parce qu'on se sent souvent, très seul et très vulnérable quand on est hospitalisé et moi je trouve que c'est des expériences assez traumatisantes. Les les soins, sont parfois assez douloureux et on a besoin de soutien et je trouve que la communauté, Gittelman nous l'apporte. Vu qu'on n'est pas beaucoup, c'est quand même relativement soudé quand on pose une question, on a rapidement, quelqu'un, qui répond et ça je trouve que c'est vraiment, une chance. Après moi ce que j'aurais voulu qu'on me dise, hem, c'est que la maladie ne me définit pas en fait, c'est qu'elle prend énormément de de place, dans ma vie et que je pense qu'il faut apprendre à lui laisser la place qui lui revient. Ça sert à rien en fait de la mettre sous cloche parce que ça forcément ça ressortira. Mais je pense on peut vivre plutôt bien avec cette maladie. Hem, il y a un pronostic, vital qui est plutôt bon. Après, il y a des moments qui sont plus ou moins drôles et c'est là que la communauté est importante, mais aussi, le soutien des proches. Et voilà, j'aurais vraiment aimé en fait qu'on me dise, tout ça, heu, quand j'ai commencé, à être malade et j'aurais aimé aussi qu'on me dise que la maladie n'allait pas m'empêcher en fait de vivre. Il fallait juste apprendre à m'adapter et je crois que c'est une chance incroyable, en tout cas pour moi, d'avoir appris à m'adapter en permanence aussi jeune dans ma vie. Parce que du coup, j'ai l'impression en fait d'être un caméléon. Je peux m'adapter à énormément de situations. Je dirais pas qu'il faut voir le positif dans toute chose, parce que des fois, ça fait plus de mal qu'autre chose. Mais je pense qu'il faut se concentrer sur ce qui nous fait du bien.
et sur le fait que, en fait, moi je dis, ma devise à moi, c'est un jour après l'autre, de pas se concentrer sur, vraiment ce qui va venir. C'est pas une bonne idée, mais de se concentrer sur ce qu'on a maintenant et quand maintenant on se sent vraiment très mal et qu'on est au fond du trou, penser à ce qui vient devant. Mais toujours être dans ce mouvement de futur, présent en fonction de ce qui vous arrange et de ce qui vous fait du bien.